Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'Observatoire où je reçois aujourd'hui une astrologue que je rencontre. En fait, c'est la deuxième fois qu'on se parle pour de vrai parce qu'on a essayé d'enregistrer cet épisode-là hier pour notre temps, mais on s'est repris aujourd'hui grâce à Hermès. Et puis, dans le fond, je vous présente Élodie. C'est une astrologue que je rencontre donc et qui m'intéresse beaucoup de par la manière que je l'ai rencontrée, que je l'ai découverte en fait. Parce que c'est à travers un des professeurs que je suis un petit peu de loin, que j'ai vu un talk de cette personne-là et qui m'intéressait beaucoup, en fait, parce qu'elle parlait d'astrologie archéologique. Et puis tout de suite, c'est venu piquer ma curiosité parce que moi, je suis déjà versé dans l'hellénistique, comme vous le savez, mais là, ça tire encore plus loin. Et puis ce que j'aime d'avoir discuté un petit peu avec Élodie, c'est qu'elle vient aussi, parce qu'elle a beaucoup d'expérience en astrologie, challenger certains des fondements que moi j'ai. Et j'aime beaucoup venir titiller, en fait, mes croyances pour voir comment est-ce que je peux les transformer, les agrandir et tout ça. Donc, à travers ce podcast-ci, j'ai envie de continuer de m'expandre et de vous inclure là-dedans pour la découverte de l'astrologie. Et donc, je vous présente Élodie et la petite conversation qu'on va avoir ensemble. Comment ça va, Élodie? Ça va super bien, merci Ouais. de m'inviter à ton podcast. C'est vraiment cool. C'est vraiment de façon fortuite, en fait. Genre, tu as publié quelque chose sur Instagram, puis j'ai comme fait « Hey, attends une seconde, ça m'intéresse. » Puis il me semble que je l'ai vu dans un talk il n'y a pas longtemps, cette personne-là. Bam! Je t'ai contacté un peu à brûle pour point. Il y a un petit moment de ça, puis genre, je pense que c'était à Fret. On se connaissait... je sais même pas si on s'était parlé à ce moment-là, mais j'ai juste senti l'appel, puis je veux dire, un petit peu comme à la manière que je fais ce podcast-ci, je me suis juste lancé, et puis j'ai vu où est-ce que ça nous menait. Puis là, ça nous mène à aujourd'hui. Et puis, je regarde qu'est-ce qu'on a de préparé, puis c'est très large, en fait, qu'est-ce qu'on a de préparé. Je trouve ça super intéressant, tous les sujets qu'on va aborder. On va vraiment regarder, je pense, les fondements de l'astrologie. J'ai le goût de partir avec toi sur des thématiques comme la nature de l'astrologie, de voir un petit peu comment est-ce que l'astrologie vient nous impacter, non pas seulement dans la manière qu'on a de l'interpréter, mais aussi dans la manière qu'on a de la vivre. Puis je pense que c'est vraiment ça qui est venu me toucher à travers la présentation que tu avais faite sur l'archéologie astrologique, parce que c'était au-delà des mots, en fait. C'était vraiment dans l'exploration pure du ressenti, du somatique, de ce qui se présentait à ces gens-là, pour faire du sens sans nécessairement utiliser le langage. Et puis, je trouvais ça cool de peut-être partir de ce point-là, en fait. Qu'est-ce qui t'a amené à peut-être t'intéresser à ce genre de sujet-là? En fait, je lisais l'histoire de l'astrologie de Nicolas Campion. C'est en 2 volumes. Puis son premier volume, il explore vraiment, il va le plus loin possible pour contextualiser les humains qui font de l'astrologie. Puis on se retrouve à l'époque paléolithique. Puis en lisant ça, je me suis rendu compte, en fait, que c'est un super bon argument. Quand les gens t'approchent puis ils disent hein, tu crois à ça, l'astrologie? Tu sais? Puis j'ai Ouais. commencé à utiliser cet argument-là que, en fait, on peut pas séparer l'astrologie de la culture puis du développement humain parce que l'humain a toujours contextualisé son expérience avec la lumière puis la noirceur, en fait. Avec, Oui. fait que fondamentalement, avant d'appeler ça de l'astrologie, on peut juste dire que l'humain a évolué dans ce contexte-là. On a évolué en faisant l'expérience du jour et de la nuit, là, puis des saisons. Oui, puis je pense que c'est même au-delà, en fait, de la question à savoir, tu sais, par exemple, est-ce que Mars a un impact sur nous en tant qu'humains sur la Terre, tu sais, ou Jupiter, ou même les planètes transsaturniennes, tu sais. On est tous affectés par le jour et la nuit. Tu sais, ça, c'est comme un peu indéniable. On est tous affectés aussi, de près ou de loin, dépendamment de notre genre, avec la Lune, tu sais, qui va venir affecter le cycle plus féminin, mais aussi, j'avais déjà vu un petit reportage sur genre des tribus qui étaient déconnectées de la société, tu sais, puis il disait que quand il y a une pleine lune, en fait, c'est mauvais présage parce qu'ils ne peuvent pas se cacher aussi bien pour chasser la proie, tu sais, ils deviennent plus vulnérables, en fait, à effectuer leur chasse, tu sais, puis donc, il y a vraiment comme ce côté très de base, en fait. Ouais, c'est de base, exactement. Puis justement, avec les animaux, la migration des animaux, c'était à l'avantage des humains, des premiers humains, à traquer le cycle de la Lune parce que les animaux suivent le cycle de la Lune biologiquement. Les poissons migrent, disons, je me souviens plus, mais il y a toutes sortes de calendriers, surtout des anciens calendriers de tribus.
c'est pas mal toujours autour de la migration des animaux parce que c'était la source de nourriture. Fait qu'on vient vraiment comme rapporter une perspective plus holistique, ça se dit en français? Oui, oui, ça se dit, ça se dit. Parce qu'on a tendance à l'époque moderne, on a tendance à séparer l'astrologie, l'astronomie, tout est séparé, mais en fait, si on recule dans le temps, on se retrouve dans un contexte plus holistique par rapport à ça. Fait que, on peut pas séparer l'expérience des saisons, de l'astronomie, puis de l'astrologie, parce que c'est sûr et certain que les humains attribuent une signification au mouvement de la Lune depuis toujours. C'est pas juste, c'est pas juste observatoire, c'est aussi d'attribuer une signification à ça. Oui, puis je pense qu'on a pu, ben là, au moment qu'on enregistre cet épisode-ci, ça fait 3 jours que l'éclipse totale est passée au-dessus de Montréal, au-dessus de chez nous. Toi, ça a été presque au-dessus de chez vous aussi, parce que toi, tu es à l'île du Prince-Édouard, si je me trompe pas. Terre-Neuve. À Terre-Neuve, OK, c'est ça. Puis, c'est la première fois que moi, je vivais cette expérience-là. Fait que je trouve ça cool. En fait, ça fait longtemps qu'on a prévu de se parler, mais on dirait qu'on attendait inconsciemment cet épisode-là pour... cette éclipse-là, en fait, pour avoir cette expérience-là. Parce que pour moi, ça a été la première fois que j'ai pu voir la totalité, puis d'être aussi entouré de gens qui sont possiblement ou pas du tout intéressés à l'astrologie, tu sais, puis de voir l'impact humain. Tu sais, moi, d'une certaine façon, j'ai l'impression que c'est imprégné dans nos cellules, cette relation au cycle lunaire ou au cycle astral, tu sais, qui se passe au-dessus de nos têtes, puis qu'on en soit conscient ou non. Tu sais, le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils ont été aux larmes, en fait, devant l'éclipse, je trouve ça touchant, en fait, puis ça me ramène à cette astrologie. Souvent, dans ce podcast-ci, j'utilise la manière de voir l'astrologie plus dans le cœur que dans la tête, tu sais, parce que je pense qu'aujourd'hui, avec une volonté scientifique plus aseptisée, découpée, tu sais, comme compartimentée, on se détache en fait de l'émotionnel puis du ressenti qu'on a dans le corps, tu sais. Puis je trouve ça intéressant de voir ça. On a besoin de contexte. En tant qu'humain, on a besoin d'histoire, on a besoin de mythologie, on a besoin de contexte. Puis c'est ça, la science a sa place, mais en fait, quand on dénaturise les choses, on n'a plus de mythologie parce qu'on se dit, OK, on est sur la Terre, une roche dans l'univers qui flotte, puis ça veut rien dire. Est-ce qu'on est capable de vivre? On peut pas vivre comme ça en tant qu'humain. On a besoin de symbolisme, on a besoin de mythologie, on a besoin de meaning, de signification, de sentir comme si on fait partie de notre histoire, puis c'est quelque chose de grandiose, tu sais. Mais qui sait, peut-être que dans 2000 ans, on regardera derrière les dieux comme Facebook, Twitter, Instagram, comme étant notre mythologie, puis nous, on est en train de la vivre sans s'en rendre compte. Exactement. Oui, absolument. Ben, on vient de commencer la période d'air qui va durer 200 ans, mais après ça va être une période d'eau. Puis, périodes d'eau sont connues pour être un retour à la religion. Fait que ça serait pas étonnant que la technologie se développe à un point tel que ça devienne une religion, éventuellement, dans les 200 prochaines années. Puis que là, dans 200 ans... puis que dans 200 ans, on a besoin d'exorcisme, puis de contexte spirituel pour s'exorciser de la machine. Ah oui, mais j'avais tombé sur une personne random, OK? Je sais pas du tout c'est qui. Je pense pas qu'elle a un following tant que ça non plus. Mais la personne disait les AI, là, je vais essayer de m'en rappeler, là, mais les AI, en fait, c'est comme si on se découvrait nous-mêmes notre passé, en fait. C'est comme si, mettons, les humains du passé, on va dire, ont créé des machines qui ont créé un univers, puis nous, on est dans cet univers-là en train de découvrir notre source. T'sais? Et je trouvais ça vraiment intéressant comme façon de voir les choses, en fait, parce que on s'entend, en astrologie, on parle toujours de cycles, mais là, si on étire ça à des cycles plus grands, ben pourquoi pas, t'sais? Ou même si on y va dans le multidimensionnel, dans le multivers, etc. Je trouve que ça peut quand même être intéressant de pousser l'idée encore plus loin. J'y ai pensé souvent aussi que, surtout maintenant, là, on se rend compte, je veux dire, ça va tellement rapidement le développement de l'intelligence artificielle que tu te dis, aïe, c'est fou. Est-ce qu'on est vraiment juste des machines hyper développées qui se retrouvent? Oui, puis moi, ce que je trouve qui est intéressant aussi, c'est peut-être de chercher l'unification, en fait, là-dedans. Peut-être qu'on est des machines et des humains expérimentant la machine, tu sais. J'aime bien voir, en fait, comment on peut unir les deux puis qu'on n'est pas nécessairement un ou l'autre. Surtout, puis ce que j'aimais dans cette histoire-là ou dans cette façon de voir les choses, c'est que, en fait, c'est nous qui se redécouvrons à travers la machine, l'humain derrière. En tout cas, ça bouclait dans ma tête puis je trouvais ça genre,
bien fascinant puis un peu flyé, fait que j'aimais ça. Mais la période dans laquelle la période qu'on vient de commencer, en fait, ça a techniquement commencé en 1980 avec la première Ouais, conjonction de Saturne et Jupiter dans un signe d'air. ouais. Je veux dire, ce cycle-là, ça fait longtemps que les astrologues l'utilisent pour contextualiser ce qui se passe culturellement. Puis Ouais. c'est vraiment intéressant de voir comment on est vraiment, comment on est à l'heure, en fait, avec toute la Mhm. technologie puis le développement qui se passe. Là, c'est vraiment... Ouais. Puis pour ceux qui ne savent pas, ce cycle-là qu'Élodie parle, c'est dans le fond la rencontre de Saturne et Jupiter qui, dans une période de 200 ans, va toujours se rencontrer dans les signes du même élément. Donc depuis 200 ans en arrière, environ, là, parce qu'il y a, comme, il y a la période de 1980, mettons, qui vient jouer un petit peu dans la donnée, mais ça fait ça un peu tout le temps. On était dans une période de terre qui nous a amené la révolution industrielle, le capitalisme, le désir de vouloir matérialiser, en fait, puis d'expandre l'emprise qu'on avait sur la Terre, tu sais. Donc, étant dans passant d'un 200 ans de terre, où est-ce qu'on était plus dans le concret, dans le matériel, on entre dans une période d'air qui nous amène beaucoup plus dans l'idéologie, dans le mental, dans l'échange, la communication, le sociétal aussi, de voir en fait comment est-ce que tout ça vient s'amalgamer ensemble. T'sais, on a créé beaucoup de choses, puis là, c'est de voir quel lien vient être tissé, puis c'est pas nécessairement des liens tangibles. Ça va être des liens un peu comme l'intelligence artificielle qui vient nous impacter tout le monde un peu à différentes manières, mais on ne peut pas rester indifférent face à des changements aussi massifs que ça. T'sais. Ouais, exactement. Puis je trouve l'image la plus au point par rapport à ça, c'est toutes les tours à bureaux au centre-ville, dans les villes qui sont vides. Oui, ok, oui, c'est Parce vrai. que quand on parle de période de terre, c'était vraiment des hiérarchies verticales. Et puis là, en période d'air, on développe des hiérarchies horizontales, comme des networks. Oui. Puis ce qui est intéressant aussi, je ramène une idée que j'avais entendue de Luc Biget. Tu sais, comme quoi, en fait, l'évolution, mettons qu'on part du fermier qui travaille sur sa terre, on lui donne un terrain pour travailler. Ensuite, on l'amène dans des industries, donc on réduit son champ de vision ou on réduit aussi l'endroit qu'il occupe. Après ça, on le limite à une machine. Après ça, on le limite à un bureau. Tu sais, si on fait vraiment des tranches de temps là, un peu indéterminées, là, mais qui nous ramènent jusqu'à aujourd'hui. Et là, aujourd'hui, justement, ces tours à bureau qui se vident, où est-ce qu'on était dans le mode bureau, tu sais, comme espace de travail, ça ramène ça chez nous. Et puis, de plus en plus, veut pas, on s'en va aussi vers le virtuel et tout ça qui vient être collé à nous. Tu sais, fait que oui, on lance un peu une espèce de toile invisible vers l'extérieur, mais tout ça nous rapproche aussi pas mal de nous-mêmes. Puis, c'est la déconnexion qu'on ressent un petit peu avec les réseaux sociaux, là, où est-ce qu'on est comme de plus en plus connecté, mais peut-être qu'on est de moins en moins connecté d'un côté humain ou d'un côté charnel, je ne sais pas comment dire. Ouais, ben oui, je peux voir. Je me demande si c'est pas aussi le travail de Pluton en Verseau qui fait ça. Puis Pluton en Verseau, c'est juste un cycle de 20 ans. En sortant de Ouais. ça, peut-être qu'il va y avoir d'autres choses, mais Pluton en Verseau, je pense que c'est le signe du Verseau en tant que tel, le côté plus obscur, c'est l'aliénation aussi des groupes. Puis tu sais, il y a on est tellement habitué d'avoir un star system ou d'avoir des hiérarchies où il y a des personnes qui sont plus importantes, mais Verseau, c'est vraiment le contraire de ça. Fait que c'est pour ça les espèces le principe de hiérarchie, pas de hiérarchie, mais d'imaginer des systèmes horizontaux où tout le monde est plus égaux. Parce qu'il y a une démocratisation qui se passe aussi avec ce qui se passe en ligne, le monde virtuel. Il n'y a plus cette hiérarchie-là. Tu peux devenir une star du jour au lendemain, tu peux avoir beaucoup d'importance. Ça a l'air plus démocratisé de cette façon-là. Oui, puis je pense qu'on va le ressentir aussi beaucoup parce que Pluton en Verseau vient faire ce travail-là déjà, mais vient être en opposition aussi avec la génération de Pluton en Lion, qui est beaucoup au sommet, qui a beaucoup été dans cette culture du stardom ou de monter des gens sur des piédestals. Donc, je pense que ce nivellement va se faire ressentir beaucoup à travers ça. Puis, j'ai bien hâte de voir en fait l'impact du Verseau à travers tout ça, là, parce que je pense que ça va pas être anodin. Puis, une chose que je trouvais cool, en regardant un petit peu qu'est-ce que tu faisais, tout ça, c'était tu ramenais beaucoup à la science de la lumière, en fait, l'importance des couleurs, de l'impact de la lumière et tout ça. Puis aussi, tu mentionnais le fait qu'on vit dans un monde électrifié qui vient dénaturer d'une certaine manière
la réalité dans laquelle on vit. Tu sais, ça nous a amené beaucoup de bons, en fait, de pouvoir être réveillé puis filer comme si c'était le jour à 8h30 le soir, tu sais, en plein hiver, mais ça vient aussi avec un penchant. Tu sais, je veux dire, il y a comme un prix à payer pour cette nouvelle liberté-là qui nous est octroyée, tu sais. Puis j'ai vraiment hâte de voir, en fait, comment l'évolution du Verseau va se faire ressentir à ce niveau-là, parce que, oui, d'une part, on se déconnecte un petit peu de la nature, mais en même temps, à quoi est-ce qu'on se connecte? Je trouve que ça pourrait être intéressant de voir, en fait, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire par la suite. Ouais, moi j'ai un collègue astrologue, qui théorise que vu qu'on n'est plus dans une période de Terre, ça défétichise la période de Terre, puis on va retrouver des façons plus saines d'interagir avec la nature. Fait qu'il y a une fétichisation qui se passe pendant la période, puis après la période, ben là on peut avoir un rapport plus naturel, plus normal avec... Parce que là, durant toute la période d'industrialisation, on prend les minéraux, on transforme, on fait des objets. Il y a comme une exagération, une fétichisation des signes en terre. Et puis là, finalement, vu qu'on est hors période terre, on peut retrouver un rapport plus naturel à la nature. C'est peut-être aussi parce qu'on se permet d'avoir un peu plus de perspective, étant donné qu'on n'est peut-être plus les deux mains dans la terre, justement. On a ce regard-là vers l'extérieur, puis on se dit comme, oh là là, attends, avec le matérialisme. Oui, il faut qu'on rééquilibre la chose parce que on n'aura pas des ressources à l'infini. Exactement. Genre. Et puis on le voit, je veux dire, on le voit dans le collectif. Quand ça vient à la lumière, tout ça, en fait, moi, toute cette ligne de questionnement-là vient du fait qu'on fait beaucoup d'astrologie en ligne. Puis en consultation, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, des jeunes surtout, qui consomment beaucoup d'astrologie en ligne, qui sont complètement décontextualisés de leur expérience, mais qui voient en ligne que Mercure est rétrograde ou que Saturne fait ci, fait ça. Alors, automatiquement, ils vont avoir une mauvaise journée, ils vont s'attendre au pire. Puis moi, c'était dans un effort de ramener la personne plus dans leur intuition. Puis c'est sûr que fondamentalement, l'astrologie, c'est une science de la lumière. Tu sais, en Jyotish, l'astrologie védique, le mot Jyotish, ça veut dire science of light, science de la lumière. Fait que déjà là, en tant qu'astrologue, il faut se demander c'est quoi notre rapport à la lumière maintenant, aujourd'hui. Si on fait de l'astrologie, on peut pas appliquer les mêmes principes que si on était dans un contexte non technologique. Parce que notre corps, notre physiologie, nos yeux, on est exposés à nos cellulaires, aux écrans 24 heures sur 24, la façon qu'on fait pousser la nourriture. Maintenant, on a accès à toutes sortes d'aliments à l'année longue. Toute l'année, oui, c'est ça. Fait que toute la part aux saisons, au cycle de la lumière est différent, ce qui devrait aussi s'appliquer à l'astrologie et à notre pratique de l'astrologie. C'est vraiment intéressant, ça. Puis je pense que ce qui arrive aussi avec ça, c'est que les gens sont peut-être moins portés, ou tu sais, peut-être c'est parce qu'on est aussi embryonnaire dans cette nouvelle ère d'air, tu sais, où est-ce qu'on a peut-être moins le cerveau activé pour réfléchir pour soi-même, mais ça devient anxiogène facilement. Tu sais, la manière que tu en parles là, je peux comprendre pourquoi les gens sont tout le temps en train de capoter quand Mercure est rétrograde ou quand il se passe une éclipse, puis il y a des gens qui sont sans doute cloîtrés en ce moment chez eux à se dire la fin du monde est en train d'arriver, puis moi je suis dans mon bunker, une chance, tu sais. Alors qu'il n'y a pas nécessairement raison d'avoir peur tant que ça, tu sais. C'est plutôt de voir, comme tu dis, le rapport qu'on a à cette nature-là, tu sais. Est-ce que tu m'entends bien encore? Désolée. Je vois qu'il y a un trying to reconnect qui se passe. Mais en tant qu'astrologue, une des choses qui me concerne le plus, en fait, c'est l'anxiété qui est qui est vraiment en augmentation, qui est vraiment une épidémie. Puis je veux pas contribuer à l'anxiété collective en tant qu'astrologue qui met je veux dire, je fais des interprétations constamment sur ce qui se passe. Puis j'ai vraiment changé mon approche dans les dernières années parce que justement, je trouve qu'il y a tellement d'anxiété autour de l'astrologie, autour de de la réalité. On est vraiment désolé, on est en plein dans une rétrograde de Mercure pour enregistrer tout ça. On parle avec quelqu'un qui a un soleil en maison 12, donc on a un petit peu des problématiques des fois à connecter, mais ça va bien quand même. On va faire au mieux avec ça. Fait que où est-ce que tu étais rendu? Je pense que tu parlais justement de la manière que tu as de partager l'astrologie sur les réseaux. Ouais, je parlais du rapport que les gens, surtout les jeunes, ont à l'astrologie en ligne, vu que le marché est tellement surchargé, il y a tellement d'astrologie culturellement présentement
que j'ai commencé à m'imaginer une différente façon d'aborder le thème pour pas contribuer à l'anxiété, parce que c'est vraiment une problématique en tant qu'astrologue moderne là, sur les réseaux sociaux. Puis je fais beaucoup de damage control, comme on dit en anglais, avec les clients. Beaucoup de gens qui connaissent pas assez le langage, mais qui en connaissent juste assez que Ouais. c'est pire. OK, ouais. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que ça vient exacerber ou comme... pas cantonner, mais genre amplifier en fait certaines choses. Moi, j'ai aussi beaucoup de clients des fois qui viennent et qui me disent Oh my God, il se passe tel truc qui est comme pris un peu tout seul, isolé, puis qui vient être explosé en proportion par rapport à beaucoup d'autres choses dans la carte. Là, hors contexte. Hors contexte, c'est ça. Fait que je pense que c'est peut-être ça en fait, parce que une des choses que, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois, mais plus j'étudie l'astrologie, plus je me rends compte que j'y connais rien en astrologie parce qu'il y a tellement de choses, il y a tellement de techniques. Il y a tellement de perspectives à avoir. Il faut avoir quand même une belle humilité, en fait, face à tout ça, tu sais. Puis, limite, je sais pas si c'était tes mots à toi, mais tu sais, un respect envers la grandeur de ce que l'astrologie peut représenter, tu sais. Puis de réduire ça à quelque chose d'anxiogène ou à des punchlines un petit peu astrologiques, je sais pas que c'est vraiment la meilleure façon de l'aborder, tu sais. Ben, le problème, c'est aussi les plateformes sur lesquelles on pratique l'astrologie, parce que les plateformes, c'est des plateformes de marketing. Fait qu'on retrouve plusieurs personnes qui sont des super bonnes personnes, des personnes qui ont des talents en design, en marketing, mais c'est pas nécessairement des astrologues, mais ils vont faire de l'astrologie parce que c'est payant. Puis je veux dire, c'est un médium. C'est populaire, ça pogne. C'est ça. Mais en fait, si on s'imagine, OK, dans la pensée populaire, je veux dire, dans la conscience populaire, qu'est-ce que ça représente aux yeux des autres aussi? Qu'est-ce que l'astrologie devient? Ben, ça devient une problématique. Puis on se retrouve encore dans une espèce de créneau où on est... Tu sais, il y a beaucoup de choses qui sont complètement illogiques, dangereuses, éthiquement parlant. Je veux dire, il y a des gros problèmes par rapport à ça. Puis moi, en fait, l'éthique de la pratique de l'astrologie, c'est super important pour moi. Je sais pas si c'est parce que je suis balance, mais, mais il y a quelque chose par rapport à vraiment ramener les gens à leur intuition, parce que c'est toujours des gens en situation de crise, la plupart du temps, qui vont aller chercher un sens, qui vont venir consulter. C'est vraiment important de ne pas prendre avantage à ça, puis de redonner le pouvoir à la personne, toujours à redonner le pouvoir à la personne, de réfléchir, qu'est-ce qui se passe, prendre une minute, tu sais. L'astrologie aide à contextualiser notre expérience, mais on peut jamais se mettre dans une position où on sait la réponse pour quelqu'un d'autre. Puis c'est ça aussi, les gens sont tellement impatients de nous donner tout ce pouvoir-là, puis ça, c'est vraiment important, et je veux dire, en tant qu'humain... la fameuse question, qu'est-ce que je devrais faire? Est-ce que je devrais aller dans cette direction-là? Tu sais? Puis c'est très difficile, en fait, parce que moi, la ligne que je trace, en fait, pour expliquer ça aux gens, c'est la différence entre le destin et la destinée, tu sais. En anglais, je pense qu'on pourrait dire fate and destiny, tu sais. Mais pour moi, le destin, c'est un petit peu ce que ta carte natale t'offre, tu sais, comme une promesse natale. J'aime bien cette phrase-là, tu sais. Et puis, après, la destinée, c'est de voir qu'est-ce que tu vas faire avec. Donc, tu sais, si on prend une analogie nautique, parce qu'ils aiment bien ça en hellénistique, parler des bateaux, là, tu sais. Mais genre, ta carte natale, c'est ton navire, tu sais. Puis après, ben, toi, en tant que capitaine, comment est-ce que tu vas utiliser ce navire-là? Tu sais, c'est pas la faute du bateau si tu fonces dans les roches, par exemple, tu sais, ou si tu fais pas un tracé qui va te servir, tu sais. Donc, j'aime ramener les gens, en fait, à leur pouvoir par rapport à ça. Puis, comme quoi, c'est pas fataliste ou c'est pas non plus... c'est pas quelque chose qui nous contrôle, l'astrologie, tu sais. Ouais, en effet. J'utilise Fate and Free Will. Alors, le libre arbitre le destin, la destinée. Il y a des choses qui nous arrivent, on décide comme... Le libre arbitre, c'est de décider comment on va réagir. C'est vraiment notre libre arbitre. Ouais. Mais je pense que, tu sais, quand ça vient à l'astrologie, vu qu'il y a beaucoup de techniques disponibles en ligne, il y a beaucoup de littérature, il y a beaucoup de matériel, c'est vraiment la jungle totale. Puis ça prend du temps de vraiment comprendre l'astrologie. Tu sais, si tu te dédies à l'astrologie, ça prend du temps, comme tu as dit. Plus tu connais, moins tu en connais. Ouais. Puis moi, dans mon cheminement, c'est ça aussi, tu sais, j'ai rentré dans les livres, dans la théorie, dans la technique, c'est super fascinant, tout ça, puis tu te dis, je vais y arriver, à un moment donné, je vais être capable d'avoir une réponse, mais
fondamentalement, c'est un outil pour nous aider à contextualiser, mais il faut retourner à notre intuition, puis c'est ça, là, il y a quelque chose qui se passe par rapport à ça, puis c'est là mon trip de retourner justement à quelque chose de plus naturel, de se contextualiser dans l'espace, dans notre expérience, avec la lumière, avec les saisons, puis vraiment de connecter avec ce langage-là, parce que c'est ça l'astrologie aussi, tu sais, c'est un langage saisonnier. Oui, tu touches à plein de sujets que je trouve intéressants. Déjà, sur le libre arbitre, je pense qu'en t'entendant en parler, comment que moi je me dirais, c'est le libre arbitre, c'est peut-être la manière que tu vas avoir de percevoir les choses qui te sont présentées. Oh, Dans le sens, intéressant, ouais. mettons qu'on reprend ce que je disais, le destin, c'est la destination, on va dire. La destinée, c'est le chemin que tu vas prendre. Puis le libre arbitre te permet de voir, en fait, est-ce que cet obstacle-là était vraiment positif ou vraiment négatif pour toi. Puis je pense que c'est là une part de notre libre arbitre de s'offrir la perspective de voir que, ben, moi, je suis plus de la manière de penser et plutôt que ou, dans le sens qu'il y a sans doute du bon et du mauvais. En tout cas, quand je regarde dans mon passé, il y a bien des événements que je ne souhaiterais à personne, mais qui m'ont énormément servi aussi à devenir qui je suis aujourd'hui. Donc, c'est peut-être, en fait, à ce niveau-là que je mettrais le libre arbitre. Ah, intéressant. Ouais, ben, je prends toujours l'exemple des jumeaux. Je sais pas si tu as déjà eu des clients qui c'est des jumeaux, mais ça, c'est toujours intéressant. Non, mais oui, mais j'ai des amis qui ont des jumeaux, puis je suis comme... Ah, en tout cas, oui, vas-y, je suis super intéressé. Puis, évidemment, les jumeaux, ils n'auront pas la même personnalité, mais ils ont la même charte. Comment ça? Tout à fait. Mais en fait, c'est parce que, tu sais, j'utilise toujours la métaphore d'un coffre à outils. Disons que notre charte, c'est un coffre à outils, mais la vie va te présenter des circonstances différentes qui vont faire en sorte que tu vas utiliser différents outils dans ton coffre à outils, puis tu vas devenir meilleur avec certains outils. Fait que, évidemment, il y a le contexte dans lequel tu te trouves, tu sais. Ah, puis ça, c'est... Avec les jumeaux, c'est fou parce que souvent, les jumeaux essaient volontairement de se distinguer, de se séparer l'un de l'autre. Fait qu'on voit vraiment comment la charte peut évoluer dans des directions différentes, dépendamment de ce qui se trouve à l'intérieur de la charte. Intéressant. Là, je sais pas que je voudrais aller dans cette direction-là parce que c'est un sujet qui me fascine beaucoup. Mais oui, j'abonde dans ton sens, en fait. T'sais, moi, comment je l'exprimais, c'est... la vie est composée de tellement de choix, de décisions, d'événements que ça en devient impossible, en fait, de saisir l'ampleur des choses. Je pense que j'avais vu une statistique, c'était quand un bébé naît, il fait à peu près 700 connexions dans son cerveau à chaque seconde. Donc, il y a un moment donné, moi, ça m'a permis de décrocher, en fait, en bon ascendant Capricorne, nouvellement papa, de dire comme, OK, ben ça, je ne peux absolument rien contrôler de ce qui va se passer. Ouais. Puis, ça peut se jouer, ne serait-ce que, tu as deux jumeaux devant toi, lequel tu vas prendre en premier, lequel tu vas mettre à gauche plutôt qu'à droite. Puis là, mets ça fois 1 milliard de choses qui vont se passer dans sa vie. Forcément, il y a deux expressions différentes de la même charte qui va se faire manifester. Puis là, je pense qu'on rentre dans l'épigénétique, un petit peu aussi. Fait que c'est pour ça que je veux pas nécessairement ouvrir cette boîte de Pandore. Mais je pense que ça serait super intéressant de peut-être... en tout cas, on se le note peut-être pour une discussion prochaine. Ben, le libre arbitre et le destiné, c'est vraiment, je veux dire, c'est fondamental à la pratique de l'astrologie. Fait que... Oui, tout à fait. Puis, tu sais, une chose aussi qui peut peut-être aider justement les clients qui ont peut-être vivent de l'anxiété par rapport à ça, c'est de vraiment cultiver, en fait, un genre de discernement, tu sais, un genre de responsabilité aussi face à ce qui se présente. Puis c'est pas donc d'être en mode victime, en fait, face aux circonstances, à l'astrologie. C'est plutôt de voir, OK, bien, comment je tire mon épingle du jeu, tu sais. Je pense qu'il y a plus de pouvoir, de puissance personnelle, en fait, à aller chercher à travers ça. Ouais. Ben moi, je dis toujours, en fait, que je sais pas pourquoi ça marche, mais l'astrologie, en fait, c'est comme une horloge. C'est comme une horloge très, très complexe. Quand tu regardes, puis il est 1h15, c'est pas les aiguilles sur l'horloge qui fait en sorte que c'est 1h15. C'est juste symbolique de quelque chose. Ça fait juste représenter qu'il est 1h15. Fait que quand Mercure est rétrograde ou peu importe dans ta charte personnelle, je veux dire, c'est juste une façon de conceptualiser quelque chose qui fait partie de toi déjà. Un processus lequel tu es en train de participer, c'est pas Saturne. Ben, personnellement, je veux dire, il y a toutes sortes d'astrologie, il y a toutes sortes de pensées, mais moi, je pense pas nécessairement que c'est Saturne qui fait en sorte que, tu sais, ta vie est difficile. C'est un processus, puis pour des raisons quelconques, avec l'astrologie, on est capable de percevoir un peu les mathématiques de
Oui, Je sais puis pas je faire pense ça. percevoir, c'est le bon mot parce que ça nous ramène à... En fait, on voit pas le big picture au complet. C'est Non. pratiquement impossible, tu sais. Ouais. Plus je regarde de techniques qui s'emboîtent toutes parfaitement une en l'autre, puis quand tu commences à regarder la carte d'une autre personne pour voir comment est-ce que toi, tu vas être dans la vie de cette personne-là, c'est comme... ça devient fou assez rapidement, tu sais. Puis je pense, tu sais... c'est vraiment cette notion de faire circuler. Tu sais, l'astrologie n'est pas une fin en soi. Il n'y a pas de, tu sais, je dis fatalité, mais il n'y a pas comme de truc carré, parce que c'est de voir comment est-ce que nous, on navigue à travers cette astrologie-là, tu sais. Puis, tu sais, même, on pourrait aller dire, oui, Mercure est peut-être rétrograde pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas affecté non plus de la même manière, de la même intensité, tu sais, parce que tout le monde vient euh, être affecté par ça de manière différente. Tu sais. Puis je pense que c'est pour ça, d'ailleurs, que le monde scientifique n'arrive pas à être concilié avec l'astrologie, parce qu'il y a là, c'est peut-être à travers mon chapeau, là, mais tu sais, il y a comme trop de variables, en fait. Ça se peut-tu? Ben, je pense que c'est parce qu'on essaie de définir l'astrologie à travers des filtres qui sont non existants dans notre culture présentement. Parce que, tu sais, on parle de divination, on parle d'un langage divinatoire, un langage vivant, puis c'est très difficile avec notre cerveau moderne scientifique de conceptualiser cette expérience-là. Mais je pense que c'est pas toujours le cas. C'est dans le contexte culturel dans lequel on se trouve où on essaie vraiment de définir des choses stables. Mais l'astrologie, c'est pas stable, c'est Ouais. organique. Je suis définitivement tombé dans ce panneau-là. Puis là, je me regarde en introspection, tu sais, avec l'astrologie hellénistique, je trouve que c'est venu mettre des balises pour moi plus solides que ce que j'avais trouvé ailleurs, tu sais. Puis je suis encore au début de mon cheminement, tu sais, j'ai pas l'expérience que toi tu as. Mais de pouvoir me cantonner sur des bases, à mon sens, plus solides, m'a permis d'avancer avec plus d'assurance aussi, puis de peut-être moins dans le questionnement. Tu sais, la fameuse question que je me posais au début, c'est comme, est-ce qu'il faut que je travaille en placide ou il faut que je travaille en whole sign? Tu sais, Ouais. c'est deux manières complètement différentes de voir les choses. Quelle est vraie? Tu sais, puis aujourd'hui, je suis capable de dire que les deux sont vrais, en fait. Exactement. C'est correct. Ouais. Puis c'est de voir qu'est-ce que moi, j'ai envie d'utiliser comme outil. Tu sais, puis là, en ce moment, je penche plus vers l'hellénistique et le signe entier. Mais je ne veux pas non plus tomber dans le dogme de c'est ça qui est ça, puis c'est ça qui est vrai. Tu sais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que tu ramènes souvent le fait que c'est un langage symbolique, divinatoire, et que l'intuition a un grand rôle à jouer. Tu sais. Puis on dirait que moi, de mon point de vue, je me base sur l'hellénistique pour avoir des fondations solides qui ne sont pas basées sur l'intuition tant que ça. Tu sais, c'est Non. plus pragmatique. Mais j'ai passé par là aussi, c'est ça l'affaire, c'est que premièrement, il faut que tu fasses ton apprentissage de base. Après ça, tu peux te permettre de redévelopper ton intuition. Je pense que le problème, c'est le contraire, c'est quand tu essaies de prendre les signes d'astrologie sans fondement théorique, puis là, tu inventes tes affaires, on en voit beaucoup de ça aussi en ligne, Oui, mais c'est très problématique. C'était le warning, en fait, parce que quand j'ai été plus du côté intuitif de l'astrologie, puis que maintenant, mettons que j'ai bidouillé dans l'intuitif astrologique au début, puis que j'y retourne aujourd'hui avec la lunette que moi j'ai. Je t'avoue que ça me fait lever les poils des bras. Des fois, je suis comme genre, mais ça se peut pas, tu sais. Ouais. Puis ce qui est hallucinant, c'est que quand je me mets dans leur point de vue, ça fonctionne. Parce que fondamentalement, l'astrologie, c'est un système divinatoire. C'est pour ça, c'est que, tu sais, c'est sûr que quand on apporte des techniques comme des techniques hellénistiques, des techniques ancrées dans du... C'est quand même assez concret, là. Moi, quand j'ai compris le Thema Mundi, j'ai fait « Aïe, aïe, OK ». C'est tout le système de dignité. Pourquoi est-ce que Vénus gouverne Taureau, Balance? Pourquoi? Il y a vraiment une logique, une harmonie divine en arrière de ça. Vraiment. Oui. C'est ça que j'ai ressenti aussi. Ouais. Puis c'est tellement fondamental qu'on ne peut pas faire abstraction de cette théorie-là, de ces techniques-là. On peut pas. Puis ce qui est fou, c'est qu'en fait, tu sais, moi je dis que j'ai un peu de... Je freine devant l'astrologie plus intuitive d'aujourd'hui, mais il faut croire que, parce qu'on ne connaît pas les origines tout à fait, mais il faut croire qu'il y a eu une part d'intuition aussi, il y a une part de foi, en fait, envers les premiers textes qu'on pourrait dire qui ont été découverts, tu sais, même les gens sur lesquels on se base aujourd'hui, genre Valen, Dorotheus, tout ça, ils puisent sur Netshepso, Pétosiris et tout ça, c'est des figures mythiques. Hermès, c'est une figure mythique aussi, tu sais. Ben, dans la présentation que tu as écoutée de Nightlight, c'est justement ça, un de mes arguments, c'est que
ce n'est pas le début et la fondation de l'astrologie. En fait, c'est les textes qui nous restent, mais souvent les auteurs de cette période-là, les auteurs grecs, nous disent que tout ce savoir-là vient d'origine mystérieuse. Ouais. Puis si on recule dans le temps encore plus loin, on se rend compte que les gens pratiquaient de l'astrologie très complexe, c'est juste qu'on n'a pas de texte, on n'a pas d'évidence en texte. De preuves, ouais. De preuves. Ouais. Mais si on regarde les caves de Lascaux, par exemple, de plus en plus, c'est en train de... Il y a beaucoup de gens qui théorisent qu'ils étaient déjà conscients de la précession des équinoxes, même si on attribue la précession des équinoxes aux Grecs, il y a juste 2000 ans. Si on regarde les caves de Lascaux, c'est 30 000 ans. 30 000 ans en arrière. Fait que si ces gens-là avaient une conscience de la précession des équinoxes, puis qu'ils avaient déjà un savoir développé, un zodiaque développé, on se retrouve 30 000 ans en arrière avec on a une legacy, en fait. Ce qu'on retrouve à l'époque hellénistique, c'est l'accumulation de tout ce mouvement-là dans le temps. Oui, qui fait un peu, qui voyage sans doute à travers l'inconscient collectif, à travers, tu sais, tantôt je parlais d'épigénétique, tu sais, comment ça se transmet en fait de génération en génération sur une période incommensurable, tu sais, 30 000 ans peut-être, là, tu sais. C'est quand même fou de voir que ça cumule à ça, tu sais. Puis, justement, moi, c'était un de mes arguments. Je veux dire, tous les textes de l'époque hellénistique sont hyper valables parce que c'est les premiers textes qu'on a. Les premiers écrits humains sur les tablettes de Mésopotamie, c'est des observations astronomiques, astrologiques. Oui. Fait que ce qui veut dire, puis encore une fois, c'est ça, quand les gens disent « Ah, tu crois à l'astrologie? » Je dis « Ben, les cultures, on a évolué à travers l'observation des astres, on a évolué comme ça, comme peuple, comme culture, comme humain. Les premiers textes qu'on a, notre façon de concevoir le temps, de mesurer le temps, de séparer le temps, tout est relié au mouvement des astres. » Oui, c'est fou. Puis c'est ça, en fait, c'est un savoir cumulé, transmis à travers les générations de manière pratiquement incompréhensible, ou genre improbable, qui a représenté, en fait, l'empirisme de tout ce qu'on a aujourd'hui, tu sais. Parce que des fois, je m'imaginais, tu sais, comme l'éclipse totale qu'on a eue au Québec, tu sais, la prochaine est dans 100 ans, quelque chose comme ça, là, tu sais. Les gens qui écrivaient ces choses-là, ils ne devaient pas en voir des dizaines non plus, tu sais. Surtout que l'espérance de vie devait être pas mal plus courte à ce moment-là, tu sais. Puis, je veux dire, moi, je pense que c'est ça qui me drive dans l'astrologie, c'est quand je trouve quelque chose qui me fascine puis qui me semble tellement improbable, on dirait qu'il y a comme quelque chose qui est... Ben, on n'a pas le choix, je pense, de tomber dans l'ordre du magique quasiment, là, tu sais, ou de... Je sais même pas comment le décrire, tu sais, parce que c'est... Ah, je sais pas, ça me touche, tu sais, je trouve que c'est comme un héritage humain, en fait, qu'aujourd'hui, on essaie de distiller à travers comme un langage scientifique, une raison, puis on dirait que ça dépasse. Oui, ça dépasse, oui. Puis en tant qu'astrologue, on se retrouve toujours à un moment donné, il y a toujours un moment où on a la conversation avec quelqu'un qui ne croit pas nécessairement en l'astrologie. Puis moi, c'est toujours dans ce contexte-là que je ramène toujours ça à pas de la technique, pas essayer de deviner le signe de quelqu'un, mais vraiment de parler de l'expérience humaine par rapport à notre contexte. C'est très simple, les jours de la semaine. Oui, non, mais c'est ça, on retombe dans du banal, en fait, du basic, mais c'est parce que on le prend pour acquis, d'une certaine façon, tu sais. C'est comme les gens qui ben, c'est surtout des astronomes, par exemple, qui vont dire que l'astrologie, ça n'a pas rapport, mais tu sais, c'était la même chose à une époque aussi, tu sais, puis je pense qu'il y a beaucoup de la science qui découle, veut pas, de cette observation-là, que ce soit des mathématiques, de la physique, de la médecine, de la science, tu sais, tout ça. C'est un bel héritage, en fait. Ouais, puis justement, ça fait que avec ce qui se passe en ligne, la pop astrologie, qui est toujours quelque chose, je pense, qui a toujours existé, parce que si on regarde à l'époque médiévale, les almanachs, avec, je veux dire, les superstitions, tout ça, veux pas, le savoir se vulgarise tout le temps, puis se distille dans toutes sortes de directions. Mais en tant qu'astrologue, notre rôle, c'est justement de pas nécessairement participer à ça, mais d'éduquer. Puis moi, c'est toujours ça.
ma mission à moi, c'est vraiment ça. C'est pas d'être marketing, c'est pas de faire quelque chose de rapide sur Instagram pour avoir plus de followers. C'est vraiment d'éduquer les gens à participer avec ce langage-là naturellement parce que c'est notre... Je veux dire, ça fait juste enrichir l'expérience humaine. Ouais, vraiment. Ouais. Mais j'ai l'impression quand même qu'il y a ce besoin d'accepter l'ère dans laquelle on est. Tu sais, si on prend l'hellénistique, ils avaient besoin de raison, ils avaient besoin, dans leur contexte, de venir consolider l'élégance du système qu'on peut voir aujourd'hui, par exemple le Thema Mundi. Tu sais. Puis aujourd'hui, mais c'est de voir en fait comment est-ce qu'on vient faire le même travail avec les paramètres que nous avons, tu sais, parce que d'une certaine façon, tu sais, toi et moi ou n'importe qui, on n'a pas le pouvoir nécessairement d'empêcher les gens d'envoyer des satellites dans le ciel qui vont finir par brouiller notre lecture du ciel. Je pense pas qu'on a intérêt en tant que société à se déconnecter de l'électricité pour pouvoir revivre, tu sais, comme les ciels étoilés. Tu sais, l'idée est le fun, mais je sais pas que ça serait comme possible, puis ça serait de voir en fait comme où est-ce que ça nous amène, tout ça, tu sais, comment aussi, tu sais, j'avais entendu quelqu'un qui posait la question à un moment donné, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à un astrologue hellénistique, tu sais, est-ce que tu lui dirais qu'il y a des planètes qui existent au-delà de Saturne, ou tu lui dirais comme, hey, voici un iPhone, puis tu peux calculer des cartes en 1 seconde, tu sais, qu'est-ce que tu lui offres comme savoir, tu sais, J'y offrirais le iPhone. Définitivement. Je sais pas si t'as appris à faire les cartes à la main, là, le calcul à la main, mais c'est... Wouh! Non, je n'ai pas appris ça, puis je peux comprendre pourquoi ils étaient aussi mis sur un piédestal, les astrologues à l'époque, de pouvoir être capables de faire ça, parce que, je veux dire, c'est assez hallucinant quand tu y penses, là, juste de m'imaginer tout ça. Là. 1980, les astrologues 1980-90 ont tout fait... Tu sais, je me dis toujours, ah, c'est fou, parce que la jeune génération d'astrologues, présentement, ils savent tellement, sont tellement capables d'absorber tout ce savoir-là. Puis quand on dialogue avec les baby boomers ou, tu sais, les gens en leur soixantaine, 70 ans, tu te rends compte que le niveau, le rythme auquel ils apprenaient l'astrologie était tellement plus lent qu'on est capable maintenant d'apprendre l'astrologie super rapidement. On est capable d'assimiler 25 cartes, 30 cartes dans une journée. Je veux dire, il y a 30 ans, 40 ans, là, c'était pas possible, c'est inimaginable. Non, je me rappelle, ma mère m'avait montré des cartes de révolution solaire qu'elle s'est fait faire dans les années 80, justement. Puis ils sont tous à la main, au crayon, tout ça. C'était vraiment impressionnant. Mais fondamentalement, là, quand on parle de lumière, quand on parle de retourner de langage avec le ciel, tout ça, il faut toujours se rappeler, comme, ben moi, en tout cas, personnellement, mon argument, c'est que l'astrologie, c'est un langage divinatoire. Fait que peu importe les techniques qu'on utilise, qu'on le fasse à l'ordi, qu'on le fasse sur papier, c'est une relation avec notre expérience humaine aussi. C'est un dialogue. Oui. Et je pense que c'est un des défis peut-être de notre génération d'astrologues ou de gens qui sont intéressés à l'astrologie. Parce que oui, on est capable d'avoir beaucoup, mais c'est d'intégrer tout ça. D'intégrer, oui, exactement. Puis je l'ai vécu, moi, à travers la paternité, dans le sens, quand j'étais plus jeune, mes parents n'avaient pas accès à l'Internet, il n'y avait pas des groupes Facebook pour leur dire tout et n'importe quoi, tu sais. Puis aujourd'hui, on est comme saturé d'informations, tu sais. Puis je pense que d'autant plus, ça va se faire ressentir dans cette nouvelle ère dans laquelle on entre, où est-ce qu'il va vraiment falloir s'accrocher à quelque chose, tu sais, parce qu'on va pouvoir partir très, très vite, tu sais. Ouais. À voir avec l'intelligence artificielle. Tu sais, moi, je peux très bien imaginer un astrologue AI dans pas si longtemps que ça. Ben, moi, je gagne ma vie, j'écris des horoscopes pour gagner ma vie, c'est ce que je fais. J'ai une pratique avec des clients, mais j'écris des horoscopes, mais dans 10 ans, je pense qu'il n'y aura plus beaucoup d'astrologues qui écrivent des horoscopes. Il va falloir voir. Je ne sais pas comment ça va évoluer, ça, parce que d'une certaine façon, en ce moment, on le voit tout de suite, c'est comme à quel point c'est facile d'utiliser les AI pour générer beaucoup de contenu. Mais là, on se rend compte que tout ce qu'on consomme n'est pas créé par un humain. Fait que, on dirait que ça perd un peu de sa valeur inconsciemment, je ne sais pas. Ouais. Peut-être que le made by human va avoir une valeur ajoutée dans le futur, qui sait, là, mais... Ouais, j'ai vu justement un professeur d'université qui faisait allusion à tous les travaux d'université et de recherche qui se font faire par l'intelligence artificielle.
Puis il comparait ça un peu à genre la mécanisation, tu sais, un luthier par exemple qui fabriquait des guitares versus une machine qui fabrique une guitare en 5 minutes. Mais maintenant, Hmm. le luthier, puis son savoir, c'est une branche à part complètement. On recherche cette texture-là, comme Ouais. versus, tu sais, des objets qui sont faits rapidement, qui sont vendus au Dollarama, versus qu'on achète au marché par un artisan. Ouais, 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 tout à fait. Mais peut-être qu'on va se ramasser, tu sais, un peu comme on est, nous, face à des monuments comme les cathédrales, puis ce genre de choses-là, où est-ce que le savoir, d'une certaine façon, est inscrit dans la pierre, mais on n'est pas nécessairement capable de le reproduire aujourd'hui. Puis aujourd'hui, ben, on est capable de faire des beaux blocs carrés en béton et en vitre, tu sais. Donc, Ouais. il y a peut-être ce genre de déconnexion-là qui va se faire ressentir, mais à un niveau plus intellectuel, tu sais. Ouais, probablement. Il y a aussi, tu sais, quand ça vient aux réseaux sociaux, puis je veux dire, moi, je suis pas pour retour à la nature, tout ça. C'est vraiment plus une question, tu sais, c'est quoi notre rapport à la lumière? Les gens regardent leur téléphone la nuit ou se réveillent le matin, regardent leur téléphone. Comment ça interagit avec notre corps? Puis qu'est-ce que ça veut dire à long terme pour l'humain? Je veux dire, dans 200 ans d'ici, on sera plus les mêmes humains à cause de notre Forcément, rapport à oui. la lumière. Mais en fait, toute l'expérience, présentement, moi, ce que je vois beaucoup, c'est des égrégores en ligne, des égrégores astrologiques qui fait en sorte qu'il y a tellement de gens qui nourrissent ça que ça devient quelque chose de vivant, mais c'est pas nécessairement la vérité, c'est pas nécessairement ce qui se passe. Non, c'est ça. C'est une subjectivité face à la réalité, tu sais, ou c'est une idée, une interprétation, peut-être. Mais il y a tellement de gens qui nourrissent ça que ça devient comme une espèce d'égrégore Tout à fait. collectif. Puis en astrologie, on le voit beaucoup, je le vois beaucoup sur Twitter particulièrement. Ah, OK, ben il y a eu une conjonction de Saturne et Mars. Hier, c'était supposé être une mauvaise journée. Puis là, tout le monde participe à dire comment leur journée était si mauvaise. Oui, oui, c'est ça. Puis moi, j'abonde pas dans ce sens-là. J'ai bien de la misère avec l'astrologie de cette manière-là. Puis c'est pour ça que je dis que j'aime mieux utiliser l'astrologie pour donner une direction plutôt que pour donner du sens. Ouais, Même OK. si, fondamentalement, l'astrologie est là pour donner un certain sens aussi. Tu sais, Ouais. c'est juste que je le prends pas dans le sens, personnellement, je le prends pas dans le sens de valider qu'est-ce que je vis, mais plutôt de contextualiser qu'est-ce que je vis. J'aime ça. T'as dit, tu utilises l'astrologie pour Donner une donner une direction plutôt que direction. donner du J'aime sens. ça. Ouais, j'aime ça, ça. Puis l'hellénistique, ça Ben, va te servir beaucoup parce que c'est beaucoup dans le prédictif. ben, j'adore en fait le prédictif parce que c'est justement il n'y a rien de coulé dans le béton, mais ça te donne les paramètres. Puis Exact. moi, je suis vraiment, tu sais, comme même dans ma pratique spirituelle, tu sais, ça a été beaucoup ben, je veux augmenter ma conscience. Je Ouais, veux pas devenir surhumain nécessairement ou je veux pas déconnecter de ma réalité d'humain. Au contraire, je veux y être d'autant plus, mais avec la conscience ou la présence en fait de ce qu'il y a autour de moi, tu sais, de ce qu'il y a aussi à l'intérieur de moi. Puis c'est là, je pense que le pouvoir personnel réside en fait, plutôt que d'être soumis à ce qui se d'être passe, mais non, on est victime. plutôt, ouais, c'est ça, on Ouais. agit à travers tout ça, tu sais. Mais c'est comme je dis souvent, les gens qui viennent me voir en consultation, qui sont inquiets parce qu'il y a un transit difficile qui s'en vient, mais je leur dis juste le fait que tu es en train de contempler ce transit-là, ça va peut-être se manifester complètement d'une façon métaphysique au lieu de matérielle parce que tu en es conscient. Puis aussitôt qu'on met Hmm. sa conscience sur le fait, qu'on conceptualise, qu'on se dit, OK, cette période-là, ben moi, c'est comme ça que ça se passe beaucoup pour moi. Il n'y a rien qui se matérialise, c'est quasiment comme un processus alchimique au lieu. Super intéressant. C'est une des questions que, genre, plus je rencontre des gens, plus on dirait que j'ai envie de poser cette question-là, mais je sais pas, moi, personnellement, où est-ce que je me situe par rapport à la remédiation, tu sais, Ouais, comme face à l'astrologie. Puis, ce que tu dis, par contre, de vivre les choses en conscience fait en sorte que, ben, mettons, j'utilise mon langage, que tu vas tomber dans ton libre arbitre, puis tu vas pouvoir te permettre de changer la perspective que tu as face aux événements qui sont devant toi, tu sais. exactement. Puis de là, il y a cette alchimie qui se passe, il y a cette puissance qui peut en ressortir, puis cette transformation, transmutation perçue, en fait, dans ta réalité subjective. Exact. Mais ce que je trouve qui est fascinant, par contre, c'est que, mettons qu'on est capable de prendre cette expérience-là qui peut être transformée, mais qu'on les met une à côté de l'autre, l'astrologie va refléter les deux situations en même temps. Et c'est ça que je trouve qui est boguant. Tu sais, parce que moi, je suis en train de me dire, est-ce que ça serait pas intéressant de faire l'astrologie du mensonge, en fait, tu sais, ou Oh! de ce qui est faux? Parce que
OK, mettons que je rentre dans des histoires de complotistes. Ouais, On est capable, du point de vue d'une narrative complotiste, de voir l'astrologie et de la corroborer. Et puis, on est capable de voir aussi dans les faits que ça peut être autre chose. ouais, Fait que là, moi, tu sais, tantôt, je te disais, moi, je suis plus dans le ou, dans le et que dans le ou, mais on dirait que face à cette perception de la réalité, je trouve ça, ça vient, il y a des courts-circuits dans ma tête, en fait, à voir à quel point l'astrologie vient corroborer toutes les versions des faits. ouais, ouais. Les Ça, je t'avoue, je suis un permutations. peu sans mots. Je Ouais, suis un peu sans mots face à ça. ouais. Puis, c'est ça, la ligne est très fine entre le filtre subjectif et l'objectivité. On peut jamais avoir une objectivité totale, de toute façon, parce que notre perception est filtrée à l'intérieur de notre expérience à nous. Oui, puis j'aurais même tendance à dire que la vérité objective englobe toutes les subjectivités possibles. Exact, ouais. Donc, c'est sûr que d'un point de vue singulier, on ne pourra jamais être capable d'y aller de manière objective. C'est pour ça que quand on fait de l'astrologie, c'est comme une danse. C'est très important juste de danser avec ce langage-là, de ne pas s'arrêter parce que le danger est de tomber dans le dogme immédiatement. Oui, ouais, dans le dogme, dans les structures. Puis c'est un des trucs que je trouvais qui était intéressant, c'est que tu disais dans le post Instagram ou dans l'article qu'une fois que tu as la technique, tu peux t'en déconnecter Ouais. pour vraiment aller voir comment est-ce que ça fait ressentir. Puis de voir en fait toutes les permutations, toutes les possibilités qui se trouvent derrière ça. Exact, Puis, ouais. en tout cas, vraiment, moi, là, c'est à un point où est-ce que je suis comme genre, oh my god, c'est comme, where does it end? Tu sais, genre, c'est pour ça que je suis fasciné d'astrologie, c'est pas possible, là, tu sais. Ouais. Ben, en fait, c'est une des choses à long terme pour moi, depuis que je pratique, ce que je me suis rendu compte, c'est que comme un muscle qu'on travaille, tu sais, on va au gym, admettons, puis tu pourrais être une personne qui est super maigre, qui est pas capable d'accumuler de graisse, disons, mais avec une persévérance, avec un entraînement, tu deviens tu fais de l'haltérophilie. C'est un peu comme ça avec l'astrologie aussi, tu sais. Moi, j'ai une conjonction Soleil-Saturne. Je connais mes prédispositions, je connais mes réflexes, puis je travaille avec consciemment, constamment, pour changer ma réponse à la réalité, parce que sinon, ça serait très facile de tomber dans le « Ah, ben... » Je suis comme ça, puis ça va toujours être ça ma réponse. Moi, j'aime m'imaginer qu'on peut transcender d'un certain... C'est sûr qu'il y a des choses qui sont prédestinées, mais je pense qu'on peut transcender avec notre savoir, avec notre observation, avec notre conscience, on peut transcender nos circonstances en changeant de perspective. Mais moi, ce que j'aimais bien, une phrase que j'avais vue, c'est quelqu'un qui expliquait justement c'était quoi le déterminisme. Puis en fait, c'est l'accumulation de plein de choix faits avec ton libre arbitre à un moment T qui, dans le futur, quand tu vas regarder, vont te sembler être prédéterminés. Ouais. En fait. Ouais. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir ça aussi. Puis, en tout cas, là, je loupe peut-être dans la conversation, mais ce que tu dis, tu sais, c'est ce qui est fou, c'est que la réponse que tu as à un placement natal pour toi, qui est une remédiation, vient sans doute être indiquée aussi que tu remédies à cette situation-là dans ta charte aussi. Absolument. Ouais. Mais je pense que, tu sais, on se rend compte que tout est circulaire quand on utilise l'astrologie, tout est en cycle, tout est circulaire. On vient toujours revisiter les mêmes problèmes, les mêmes dynamiques, mais d'une façon différente parce qu'on a de l'expérience. Oui. Moi, comment je le fais, comment je l'image, ça, c'est... si on regarde, mettons, vue du top, on voit que ça tourne, en fait, tu sais. Mais si on regarde vue de côté, on se rend compte que c'est une spirale, par exemple. Ouais. T'sais? Donc, on revient aux mêmes endroits, mais on n'est jamais à la même place. C'est juste qu'il faut regarder d'un axe différent, par rapport à notre expérience, notre vécu. Puis oui, l'expérience y est pour beaucoup, je crois. Ben, moi, j'ai une fatalité. J'ai toujours été très fataliste. Puis, je veux dire, j'ai été capable de me libérer à cause de rémédiation. Mais je veux dire, pas de rémédiation trop technique, mais juste à cause de ma pratique de l'astrologie, j'ai été capable de remédier à ces réflexes-là qui étaient tellement profonds. J'ai beaucoup lu trop de Jean-Paul Sartre puis de Camus.
Avant de tomber en astrologie, j'étais hyper fataliste. Il n'y avait aucun sens à la réalité, tu sais. Fait que c'est venu rajouter une richesse que j'avais pas accès naturellement à ça. Puis les remédiations que tu as faites sont maintenant intégrées, tu dirais, ou c'est toujours quelque chose que tu dois te rappeler? Non, c'est une participation totale. Je veux dire, en tant qu'astrologue, je veux dire, c'est une partie de ma pratique. Tout l'aspect rémédiation, le langage magique en astrologie, je veux dire, j'en discute pas ouvertement, mais quand on est astrologue, on tombe dans les textes d'alchimie, on tombe dans tout. C'est sûr. Quand on recule dans le temps, on tombe là-dedans, tu sais. Fait que c'est sûr que ça fait longtemps que je pratique aussi des rémédiations, je veux dire, talismaniques, tous ces trucs-là, mais ta participation avec la réalité, c'est ça aussi. Fait que, tu sais, moi, j'habite dans le bois, ça fait 20 ans maintenant, mais c'est une rémédiation aussi. D'autosuffisance, de besoin d'autosuffisance, d'autorité, blablabla. Tu sais, je veux dire, j'ai Mars sur mon ascendant. Fait que c'est au quotidien, je participe dans ma rémédiation. Peut-être que tout le monde fait ça naturellement, mais le fait que je me rends compte... Je dis toujours la différence entre la magie puis pas la magie, c'est juste l'attention que tu y portes. C'est bien dit. C'est bien dit. Oui, parce que je veux dire, le fait que tu habites dans le bois depuis 20 ans, à un moment donné, tu n'es pas en train de te dire au quotidien, c'est un choix que je fais. À un moment donné, ça devient juste la vie, en fait. T'sais. Ouais, mais tu sais, je coupe du bois, blablabla. Oui, ton quotidien en est impacté, c'est sûr. Puis c'est des choix. J'imagine que tu as plus de limitations que quelqu'un qui habite en ville, tu sais. Mais si c'est un choix, en tout cas, je trouve ça vraiment intéressant comment tu apportes ça. Toutes ces actions-là sont une rémédiation pour moi. J'ai Mars natal sur mon ascendant, OK? Très simplement. Puis toutes ces actions-là de couper du bois, d'être autosuffisant, blablabla, c'est une rémédiation. Mais c'est une rémédiation parce que je me dis que c'est une rémédiation. C'est la seule différence. Incroyable. Oui, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Puis peut-être, juste parce que je me rends compte que peut-être pas tout le monde connaît les remédiations, mais tu sais, remédiation, on peut entendre remède. Donc, c'est une façon peut-être de venir, je sais pas si c'est le bon mot, mais pallier à certains placements qu'on peut avoir. Peut-être, là, on a parlé de Mars, les petites planètes peut-être un peu plus challengeantes. Tu sais, je veux dire, moi, avec Saturne sur l'ascendant, j'ai besoin de briser certaines restrictions et barrières, tu sais. Qui m'apporte un grand sentiment de confort en même temps. Donc, c'est de trouver un peu mon équilibre à travers tout ça. Mais oui, donc c'est de voir en fait comment est-ce que, peut-être dans la manière qu'on a de percevoir les choses, de vivre sa vie, comment est-ce qu'on peut peut-être changer l'histoire qu'on raconte face à certaines des promesses natales qui sont inscrites dans notre carte. Ouais, et puis vraiment techniquement, là, c'est que chaque planète est associée à des couleurs, à des saveurs, à toutes sortes de... Je veux dire, à des listes et des listes de trucs, fait que c'est facile de venir... De correspondance. De correspondance, fait que c'est facile de venir remédier, par exemple, pour Mars. Mars est souvent associé avec le foie, est souvent associé avec la colère. En médecine chinoise, la colère réside dans le foie. Fait que prendre un bitter, je sais pas comment on dit en français, mais... un bitter, comment on dit ça? Ça m'échappe, mais oui, OK. Fait que ça peut être Moi, je m'avais fait prescrire ça comme rémédiation par un astrologue védique. En astrologie védique, je veux dire, les rémédiations sont très... terre à terre. Oui, ça peut aller de prendre un bitter, justement, quelque chose d'amer, à peut-être acheter un joyau à quelques milliers de dollars. Réciter un mantra, il y a toutes sortes de façons. Mais je pense que n'importe quel bon astrologue va être capable d'intégrer ça naturellement dans le contexte dans lequel le client se retrouve aussi, sans être... C'est super intéressant, puis ça me ramène à... j'ai cheminé en alchimie aussi, puis un des alchimistes que j'avais côtoyé, j'y avais demandé, tu sais, comme, on fait quoi justement, tu sais, avec ces connaissances-là, tu sais, le potentiel de remédiation, puis il m'avait dit, grosso modo, il n'y a rien à faire, en fait, tu sais, comme, si ça te fait du bien, fais-le, si ça te fait pas du bien, fais-le pas. Exact. Tu sais, donc, je pense, comme tu disais, c'est très participatif, en fait. Ouais, ben comme l'éclipse, par exemple, j'ai pas porté de bijoux en argent juste autour de l'éclipse lunaire. Puis après, j'ai pas porté de bijoux en or autour de l'éclipse solaire. Puis c'était comme une petite rémédiation distraite, là. C'était pas grandiose, mais... Non, mais anodin, mais peut-être pas tant que ça, tu sais, qui sait.
Ouais, ben c'est ça, juste pour dire comment j'intègre, là, c'est très naturel. C'est juste, je me dis, OK, l'argent, il y a une association avec la Lune. Puis là, la Tout Lune à fait. est presque éclipsée. Certaines cultures mangeront pas d'œufs pendant des éclipses. Oui, oui, oui. Ouais, fait Ah que, non, mais je suis tombé sur quelqu'un, je sais pas si tu le connais sur Instagram, c'est Symbolic ouais, Studies. symbolique, ça, ouais. Je trouve super fascinant. Puis il montrait toute la liste des différentes croyances en lien avec les éclipses. Puis c'était fascinant de voir comment il y en a qui voient ça de bon augure, de mauvais augure, que c'est un Mhm, danger, que c'est ouais. c'est plein de choses, tu sais. Mais Ouais, ben ouais. le danger, je parlais avec un autre collègue, puis on se disait que probablement, après ma barre, ça a commencé par les gens qui ont regardé les éclipses qui sont devenus aveugles. C'est ça que je me disais. Deux fermiers en Mésopotamie il y a 3000 ans Exact. qui disent Hey, tu sais pas quoi, je suis devenu aveugle parce que j'ai regardé la Lune. Tu sais, puis ils devaient. Tu sais, imagine ça, blow it out of proportion. Puis avec le temps, tu te dis, hey, les éclipses, c'est maléfique, tu sais. Ouais, ouais, puis il suffit d'une fois où est-ce qu'il y a un roi qui meurt, que là, après... Tu sais, c'est peut-être comme ça que eux à cette époque-là, les égrégores de pensée se créaient aussi. Tu sais, veux pas... je sais pas à quel point l'information se propageait, à quelle vitesse, ça devait être beaucoup plus lent qu'aujourd'hui, mais pour qu'on ait la croyance qu'on fasse un rituel de destitution du roi pour éviter qu'il meure lors d'une éclipse, tu sais, je veux dire, Ouais. c'est quand même intéressant de voir ça, tu Ben, sais. c'est sûr et certain, c'est une des premières choses que les gens ont commencé à traquer, c'est les éclipses. C'est sûr et certain que ça donnait beaucoup de pouvoir de savoir quand les éclipses allaient se produire. Ça, c'est Oui. assuré. Ouais, c'est une des choses. L'hiver passé, si je me trompe pas, je suis allé au Mexique, puis j'ai eu la chance d'aller, voyons, le Chichen Itza, Ouais, la ville, et puis d'écouter en fait comment est-ce que l'astrologie est venue impacter cette région du monde à ce moment-là. Je trouvais ça fascinant, puis je voyais en fait le pouvoir que ces gens-là avaient sur le peuple de savoir ces choses-là, de savoir les cycles synodiques de Vénus, de savoir les exact. éclipses, de savoir le début de la saison, des récoltes, etc. J'étais comme, mais c'est incroyable en fait le pouvoir qu'on s'octroie ou qu'on acquiert de vouloir simplement s'intéresser à l'astrologie, tu sais. Puis c'est pour ça, on retourne au départ, ce que je disais en consultation, puis le rapport astrologue-client. C'est quelque chose qu'il faut tout le temps qu'on se check parce que c'est pas long qu'on se dit ah ben j'ai toutes les réponses, tu sais. Faut Ouais, toujours que tu te ramènes, que tu te dises wow, ok, tu sais. Parce que les gens sont tellement prêts à dire dis-moi la vérité. ouais. Moi, ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, souvent, c'est que les gens vont me parler, puis je vais voir tout de suite une dynamique de leur carte se manifester, Ah puis ouais. je vais jumper là-dessus pour leur montrer, en fait, est-ce que tu me décris, ou la manière que tu viens de t'exprimer, c'est exactement ça dans ta carte. Donc, de là, on peut partir puis suivre. En fait, je fais beaucoup le miroir, en fait, de leur montrer, en fait, que leur carte les représente et ils l'incarnent très bien, tu Ouais, sais. tu viens valider. Ouais. Ça ramène cette notion de cyclicité, qu'il faut que ça circule, en fait, tu sais. Ouais. Parce que tantôt, tu parlais, tu sais, tu disais, je sais pas à quel point, tu sais, mettons, Mars a une influence sur la réalité que nous, on va avoir en tant qu'humains. Mais j'aimais bien une des visions d'un astrologue que je suivais sur YouTube qui disait, en fait, les planètes sont là pas pour nous montrer qu'est-ce qu'ils veulent qu'on fasse, mais plutôt, ils sont un miroir de ce que nous, on fait, alors que nous sommes le miroir de ce qu'elles font dans le ciel. As Tu sais, donc, above, il y a so comme below. oui, c'est ça, il y a comme cette symbiose, en Ouais. fait, entre les deux. Fait que c'est pas un ou l'autre, encore une fois, tu sais, c'est comme si les deux, on était là à mutuellement danser et vivre dans cette espèce de grosse soupe cosmique, tu sais. Puis je trouvais ça intéressant de voir ça comme ça, plutôt que de voir si oui ou non il y avait un impact, tu sais, de voir ça d'un point de vue plus zoom out, plus décalé. Ouais, plus symbolique. Ouais, ouais. Écoute, on arrive à peu près à l'heure d'enregistrement. Je trouve que notre conversation est super fascinante. Il y avait d'autres choses aussi, mais j'ai l'impression qu'on a tourné autour de sujets super intéressants. Puis je garderai ça ici comme ça. Puis C'est peut-être cool. que sans doute, on se reprendrait pour d'autres discussions parce que je pense qu'on manquerait pas de choses à se dire. Ah non, absolument. J'adore philosophie, magie, astrologie. Ouais, ben c'est ça. Pour vrai, là, je suis content de savoir que tu pratiques la remédiation puis la création de talismans ou ce genre de choses-là parce que c'est vraiment quelque chose que je me dis. Tu sais, à travers mon angle de vue hellénistique, où est-ce que tout est ancré dans une logique, ben, je sais très bien que je vais finir par en sortir, en fait, puis de voir comment ça va me servir d'ancrage pour ce que... En tout cas, Ben, c'est c'est- fascinant de se dire, hey, ouais. je peux capturer l'intelligence de Vénus dans un talisman en cuivre.
Euh, Quand Vénus rentre en taureau, tu sais, c'est le fun de s'imaginer que c'est possible. Puis, Ouais, puis en fait, on s'en fout de savoir si c'est possible ou non. Tu sais, si ça nous fait du bien, encore une fois, si on participe à travers cet exercice-là, mais ça vient avoir les répercussions qu'on a. Tu sais. exact, ouais. Ouais. C'est un projet de recherche. Un autre projet Ah de... oui? je Ouais, veux ouais. dire, en tant qu'astrologue, on est toujours en recherche aussi expérimentale parce qu'il faut voir s'il y a une corrélation, tu sais. Ouais, puis moi, je serais curieux, en fait, de savoir, tu sais, parce que tantôt, on disait d'observer l'astrologie d'un point de vue scientifique est très difficile parce qu'il y a tellement de variables, mais encore une fois, tu sais, si tu donnerais le même talisman à plusieurs personnes, il y aurait sans doute différents outcomes, différents résultats, dépendamment de chacune des chartes et de la manière qu'elles ont d'interagir avec le dit talisman. Ben, moi, je suis de cette école de pensée-là, mais il y a beaucoup de magiciens astrologues qui considèrent que peu importe ils font complètement abstraction du thème natal. Ah oui? Ouais. OK. Puis qu'ils se disent, non, mes talismans sont tellement powerful que ça va marcher. Ah Ouais. ouais. Ah ouais. Intéressant. Fait, Intéressant. mais tu sais, en tout cas, moi j'ai eu des bons Mais résultats, là. je suis sûr, en fait, que même si ce talisman, tu sais, comme qui va au-delà de la carte ou qui est indépendant de la carte, à quelque part, c'est peut-être juste qu'on n'est pas capable de le saisir tout de suite, quel est l'impact, mais il doit forcément se trouver à quelque part dans les transits, les progressions, Ouais. que sais-je, techniques, là, tu sais, ou... Ben moi, à chaque fois que j'ai essayé de travailler avec le soleil, je veux dire, minime ou plus grand, j'ai eu des résultats terribles. Dans ma carte, le soleil est considéré pas très fort avec Saturne, tout ça. Puis je veux dire, j'ai fait pousser des tournesols qui sont complètement qui ont complètement pourri. Le tournesol qui est associé avec le soleil. Oui. Puis quand j'ai travaillé avec le soleil directement en magie, je me suis retrouvée avec un orgelet sur l'œil pendant 1 an et demi. Puis les yeux, comme on le sait, est associé au soleil. Puis je me suis dit, OK, j'ai compris, c'est pas mon domaine, je vais sticker avec Vénus. Oui, j'allais dire, avec ton soleil Saturne, peut-être que c'est des petits messages qui te viennent, qui disent... Mais ça, il fallait que je l'apprenne, il fallait que je le sache, parce que, tu sais, quand on est en astrologie, on étudie, on se dit, ah, c'est cool, OK, soleil, autorité, tout ça. Je me suis dit, bon, mon soleil, il est pas très fort, je vais faire des talismans avec le soleil, puis après ça, j'ai fait, oh non, OK, je comprends, là. Puis la façon... Tu t'es fait humble. Ouais, puis la façon dont mon professeur m'avait présenté ça, c'est qu'il dit, si toi, t'as un bon ami que tu t'en vas emprunter de l'argent, c'est sûr qu'il va te prêter de l'argent, mais si tu vas avoir un étranger pour qu'il te prête de l'argent, il y a des chances qu'ils te disent non. Fait que c'est un peu comme ça, ton rapport avec les planètes dans ton thème natal. Si tu as des planètes qui sont pas super fortes, tu leur demandes une faveur, c'est probablement que tu n'auras pas cette faveur-là. Hey, wow, c'est super intéressant. Ouais. Ouais. Oh my God, OK. Tu me lances sur plein d'affaires. Ouais. Non, mais OK, oui, définitivement, une conversation à avoir pour une autre fois. Mais en tout cas, merci beaucoup pour cette conversation. J'ai trouvé ça super cool de te rencontrer, de pouvoir faire ça finalement avec toi. Vite fait, comment est-ce qu'on peut te retrouver un peu sur les réseaux? As-tu un site web? J'ai un site web, c'est Ninth House Astrology. J'imagine que je vais mettre ça dans les c'est juste en anglais, malheureusement, parce que je perce dans le monde anglophone. Ouais. Fait que c'est Ninth House Astrology, mais si on recherche mon nom en ligne, c'est sûr que vous allez tomber sur mes trucs, parce que je suis la seule astrologue Élodie Saint-Ongeau. Fait que... Super. Ouais, avec des noms comme ça québécois, on se démarque un petit peu plus. Super. Bon, ben, merci beaucoup, puis à une prochaine, sans doute.